Automne 2015. Des avions d'attaque russes décollent de la base de Memim, en Syrie. Des centaines de sorties chaque semaine au-dessus d'un territoire où chaque pilote abattu peut se retrouver seul face à des combattants armés, sans appui, sans communication, sans aucune chance d'évacuation rapide. Et c'est là que se pose une question que l'armée russe avait évitée depuis des années. Qu'est-ce qu'un pilote emportera avec lui si son appareil s'écrase au sol? La réponse était embarrassante. L'arme personnelle standard des pilotes restait le pistolet automatique Stechkin, une conception de la fin des années 40, adoptée en service en 1951, tirant une cartouche de 9 mm Makarov. Pendant des décennies, ce pistolet avait acquis la réputation d'une arme fiable et puissante, appréciée des soldats des unités spéciales et des équipages de véhicules de combat. Mais il avait un défaut fondamental qui, dans les conditions de la campagne syrienne, se transformait en condamnation à mort. Il était trop petit pour un vrai combat et trop grand pour tenir confortablement dans un kit de survie aéronautique. Dans le cockpit d'un chasseur, chaque centimètre et chaque 100 grammes comptent. Un pilote n'est pas un fantassin, il ne peut pas se charger d'un gilet tactique bourré de munitions. Son kit de survie doit tenir dans un conteneur spécial, et ce conteneur a des dimensions immuables. De plus, le pistolet Stechkin, malgré toute sa puissance, offrait au pilote des possibilités dramatiquement limitées face à plusieurs adversaires armés en terrain découvert. 20 cartouches dans le chargeur, un étui-crosse encombrant en bois ou en matière plastique, des dimensions importantes en position de combat, tout cela rendait l'arme malcommode précisément dans la situation pour laquelle elle était théoriquement conçue. Les militaires le savaient. Ils le savaient depuis longtemps. Mais il n'existait pas de réponse systémique. Une autre histoire se déroulait en parallèle. Vers 2004, l'usine Ijevmak avait créé un pistolet mitrailleur désigné PP1901 et baptisé Vityaz. L'arme avait été développée sur commande d'une unité spéciale du ministère de l'Intérieur portant le même nom, Vityaz, qui signifie guerrier valeureux en russe ancien, et était conçue pour tirer une cartouche de 9 mm Parabellum pensée pour le combat en milieu urbain. Le Vityaz était construit à partir des solutions techniques de la Kalachnikov, le même mécanisme de fonctionnement, la même logique de prise en main par le tireur. C'était une décision fondamentale. Les soldats formés sur la Kalachnikov maîtrisaient le Vityaz presque intuitivement. Le Vityaz fut bien accueilli. Les unités du ministère de l'Intérieur l'adoptèrent avec enthousiasme, les formations spéciales l'apprécièrent. Mais l'armée le regardait d'un œil froid. Trop lourd et trop grand pour les forces terrestres, et encore trop encombrant pour l'aviation. Le groupe Kalachnikov, qui avait entre-temps traversé des restructurations et un changement de direction, se trouvait face à un défi. Prendre tout ce qu'il y avait de meilleur dans le Vityaz et le compresser dans un volume nettement réduit. Non pas simplement le réduire, mais repenser la construction de fond en comble, tout en conservant la logique Kalachnikov à laquelle les militaires russes s'étaient habitués pendant des décennies. C'est ainsi que débuta le projet qui reçut finalement la désignation PPK-20. Ce sigle signifie pistolet mitrailleur Kalachnikov, un nom donné en hommage à Viktor Mikhailovitch Kalachnikov, fils du légendaire concepteur Mikhail Timofeyevitch, qui avait en son temps conçu le PP-19 Bison, l'ancêtre direct du Vityaz. Viktor Mikhailovitch disparut en mars 2018, et l'arme portant son nom acheva ses essais d'état 2 ans plus tard, d'où le 20 dans sa désignation. La tâche avait été formulée avec précision. L'arme en position repliée devait tenir dans un kit de survie aéronautique, ne pas céder au Vityaz en termes de qualité de combat, fonctionner avec la cartouche de 9 mm Parabellum et être aussi simple et intuitive à utiliser que possible, même pour un homme dans un état de stress extrême. Ce dernier point s'avéra le plus difficile à satisfaire. Un pilote n'est pas un fantassin professionnel. Il ne s'entraîne pas quotidiennement au maniement des armes personnelles. Si son appareil est abattu, il sera probablement sonné, désorienté, peut-être blessé. Et à ce moment-là, il a besoin d'une arme qui ne le trahira pas à cause de sa propre erreur sous la pression de la peur et de l'adrénaline. C'est précisément cette exigence qui décida de l'une des solutions de conception les plus importantes de l'ensemble du projet. Le Vityaz, malgré tout l'amour que lui portaient les soldats, avait ses faiblesses congénitales. Les premiers exemplaires de série souffraient de problèmes d'alimentation fiable en cartouche lorsque le chargeur était encrassé.
Dans les conditions du combat urbain, où le pistolet mitrailleur pouvait rester dans la poussière et la boue pendant de nombreuses heures, c'était critique. Les concepteurs retravaillaient les chargeurs, modifiaient la géométrie du lève-chargeur, expérimentaient avec les matériaux des ressorts. Dans le même temps, des discussions portaient sur la longueur du canon. Un canon raccourci réduisait l'encombrement, mais faisait perdre en précision au-delà de 50 mètres. Le compromis fut long et douloureux à trouver. Lorsque la commande pour le PPK-20 fut enfin officiellement formulée, les concepteurs du groupe Kalachnikov savaient déjà où se cachaient les écueils. Le Vitiaz leur avait beaucoup appris. Il fallait maintenant appliquer ces leçons dans des contraintes dimensionnelles encore plus sévères. Et la première question qui se posa à l'équipe de conception était à la fois technique et philosophique. Comment rendre une arme plus compacte sans pour autant en faire un jouet ? La réponse à la question de la compacité ne fut pas trouvée dans le silence d'un bureau d'études, mais dans un dialogue vivant avec ceux qui utilisaient réellement les armes. Des officiers d'unités spéciales, des instructeurs tactiques, des pilotes eux-mêmes, tous furent interrogés, priés de décrire les situations dans lesquelles l'arme personnelle devenait le dernier recours. Et encore, dans ces récits revenait le même détail. Dans le moment critique, les hommes commettaient des erreurs avec le sélecteur de tir. Le sélecteur sécurité classique, hérité de la Kalachnikov et repris sur le Vitiaz, exigeait un mouvement conscient du pouce de la main droite. Le levier basculait entre trois positions: sécurité, feu coup par coup, feu automatique. Pour un soldat entraîné qui travaille avec son arme chaque jour, c'est un réflexe conduit à l'automatisme. Mais pour un pilote qui n'a pas tenu de pistolet mitrailleur depuis 3 mois, depuis les derniers tirs d'entraînement réglementaires, c'est une source d'erreur fatale. Sous l'effet du stress, les hommes oubliaient complètement d'ôter la sécurité, ou bien basculaient en panique directement sur le feu automatique et vidaient tout le chargeur dans les premières secondes du combat. Les concepteurs du PPK-20 prirent une décision qui, au premier regard, paraissait radicale. Ils abandonnèrent complètement le levier unilatéral classique comme seul organe de commande des modes de tir. À sa place apparurent 2 leviers symétriques, un de chaque côté de la boîte de culasse. Les tireurs gauchers et droitiers obtenaient un accès identique aux commandes, ce qui constituait déjà un progrès par rapport au Vitiaz. Mais l'essentiel était ailleurs. La disposition des leviers excluait physiquement le passage accidentel au feu automatique. La logique de fonctionnement du sélecteur était la suivante. En position de départ, l'arme est en sécurité. Un premier déplacement du levier, court et naturel, ôte la sécurité et passe en feu coup par coup. Ce mouvement s'effectue presque machinalement, sans avoir à regarder l'arme. Pour passer au feu automatique, le tireur doit accomplir un second mouvement fondamentalement différent en termes de force et de direction, délibéré, exigeant une décision consciente. Accidentellement, dans la panique, sans regarder, c'est impossible. L'ordre des modes est fixé de manière rigide par la construction. D'abord le coup par coup, ensuite l'automatique et en aucun cas autrement. Cette solution fit l'objet de longues et douloureuses discussions. Une partie des destinataires militaires insistait que le schéma connu était meilleur. Les soldats s'étaient habitués au levier de la Kalachnikov et tout écart par rapport à lui créait de la confusion. Les concepteurs répondaient « C'est précisément cette habitude qui tue, quand un homme agit sous la pression de la peur sans entraînement quotidien. » Le nouveau sélecteur fut finalement défendu et il devint l'une des principales caractéristiques distinguant le PPK-20 de tout le reste. En parallèle, les travaux sur les dimensions avançaient. L'exigence de faire tenir le pistolet mitrailleur dans un kit de survie aéronautique imposait des contraintes sévères sur la longueur en position repliée. Les données du fabricant indiquaient 47,5 cm pour la version de série. Sur le PPK-20, les concepteurs adoptèrent une crosse télescopique repliable empruntée à la carabine compacte désignée AK-19. Cette crosse avait été développée spécifiquement pour répondre aux exigences de compacité maximale et présentait 2 avantages décisifs par rapport à la solution du Vitiaz. Premièrement, elle se repliait de manière nettement plus compacte, vers la droite de l'arme. Deuxièmement, elle disposait d'un mécanisme de réglage de longueur permettant au tireur d'adapter la crosse à sa morphologie ou à l'épaisseur de son équipement hivernal. Pour un pilote, c'était particulièrement important. Selon la saison et le type de combinaison, la distance entre l'épaule et la poignée variait considérablement.
Une crosse fixe dans cette situation signifiait un compromis pour tous et l'idéal pour personne. Les concepteurs atteignirent en même temps quelque chose qui paraissait difficile à concilier avec des contraintes aussi sévères. L'arme en position repliée ne perdait pas sa fonctionnalité. La poignée d'armement restait accessible, il était possible d'engager une cartouche dans la chambre sans déployer la crosse. Mieux encore, en position repliée, le PPK-20 permettait d'ouvrir le feu. Au combat à courte distance, dans un espace confiné, juste après avoir quitté le cockpit, ce n'était pas une facilité théorique, mais une solution tactique concrète, le garde-main posa une difficulté à part. Sur le Vitiaz, on utilisait un schéma classique avec des éléments séparés. Le tube de dérivation des gaz et le garde-main constituaient des pièces distinctes. Sur le PPK-20, on abandonna complètement cette solution. Le garde-main fut réalisé comme une structure monolithique unique, intégrée à la boîte de culasse. Aucun joint ni interstice où la boue pourrait s'infiltrer. Le PPK-20 fonctionne selon le principe de la culasse libre, ce qui signifie que le nœud de dérivation des gaz est tout simplement absent. Cette même construction englobait au passage le protège-guidon, qui sur le Vitiaz constituait un élément séparé. Sur les surfaces supérieures et inférieures du garde-main furent usinés des rails de montage au standard Picatinny, des glissières normalisées permettant de fixer une lampe tactique, une poignée verticale, un pointeur laser ou tout autre accessoire complémentaire sans aucune modification de l'arme. Au premier contact avec le PPK-20, les soldats remarquaient précisément cette caractéristique. L'arme pouvait être adaptée instantanément à la mission sans passer par l'armurier. C'était également une rupture nette avec le Vitiaz, dont les possibilités de montage d'accessoires étaient nettement plus limitées. Les organes de visée furent eux aussi repensés. Sur le Vitiaz, la ligne de visée était courte, conséquence inévitable des dimensions compactes. Sur le PPK-20, les concepteurs réussirent à l'allonger de plus du double par rapport aux prédécesseurs, sans pour autant dépasser les contraintes de longueur imposées. Cela fut obtenu en éloignant au maximum le cran de mire et le guidon l'un de l'autre dans le cadre de la disposition disponible. La hausse fut réalisée sous forme de hausse à dioptre basculante à deux positions, 100 mètres et 200 mètres. Un simple glissement du doigt changeait le réglage de distance. Sans outils, sans préparation, même avec des gants, même dans l'obscurité. Lorsque les premiers prototypes du PPK-20 sortirent pour les essais, les concepteurs comprenaient déjà qu'ils avaient créé non pas simplement un Vitiaz réduit, mais une arme fondamentalement différente, portée par une philosophie différente. Le Vitiaz avait été conçu pour un professionnel qui travaille avec lui chaque jour. Le PPK-20 avait été conçu pour un homme qui le prendra peut-être en main pour la première et la dernière fois de sa vie, et qui doit survivre. Les essais remirent chaque chose à sa place, et pas aussi facilement que ses concepteurs l'auraient souhaité. Le polygone d'essai près d'Ijevsk accueillit les premiers exemplaires du PPK-20 sans cérémonie. Le programme d'essai pour une arme de cette classe en Russie était construit selon une méthodologie éprouvée. Des milliers de coups dans des conditions normales, puis dans des conditions extrêmes. Poussière, boue, eau, variation de température de moins 40 degrés à plus 50 degrés Celsius. L'arme était jetée au sol, immergée dans l'eau, ensevelie dans le sable, gelée, puis on tirait à nouveau. C'est là, et non dans un bureau d'études, que se révélait ce qui fonctionnait vraiment et ce qui n'était beau que sur le papier. Le premier problème sérieux apparut rapidement et se révéla inattendu. Le garde-main monolithique, que les concepteurs considéraient comme l'une des principales réussites de leur solution, commençait à chauffer beaucoup plus vite que celui du Vitiaz lors de tirs intensifs. Sur le Vitiaz, le système de dérivation des gaz ménageait des interstices naturels par lesquels la chaleur s'échappait. Le garde-main monolithique du PPK-20, dépourvu de telles interruptions, ne bénéficiait pas de cet avantage. Lors de longues rafales à cadence élevée, le garde-main montait à une température à laquelle le tenir à main nue devenait extrêmement désagréable. Pour un pilote ayant quitté son cockpit en combinaison légère d'été, sans gants tactiques, cela se transformait en problème de combat réel. La solution fut recherchée pendant plusieurs mois. Les concepteurs ne voulaient pas abandonner le concept du garde-main monolithique, trop d'autres avantages y étaient liés. Ils prirent finalement la voie d'une modification géométrique. Des nervures longitudinales et des ouvertures de ventilation furent usinées dans le corps du garde-main, ce qui, avec un effet minimal sur la rigidité de la construction, améliora sensiblement l'évacuation de la chaleur.
La composition du matériau fut également corrigée. On adopta un polymère à plus faible conductivité thermique. Le garde-main cessa de brûler la paume, même après un tir prolongé. Le deuxième problème se révéla plus subtil et n'apparut pas immédiatement. Le nouveau sélecteur de tir, dont les créateurs étaient légitimement fiers, provoquait des dysfonctionnements lors du travail avec de gros gants d'hiver, des gants aéronautiques conçus pour une utilisation en cockpit en cas de panne du système de chauffage. Non pas des dysfonctionnements mécaniques, mais ergonomiques. La force nécessaire pour déplacer le levier, soigneusement calibrée pour un travail à main nue, s'avérait trop importante pour un doigt gainé d'une épaisse moufle. Le tireur soit n'amenait pas le levier jusqu'à sa position correcte, soit appliquait une force telle qu'il perdait le contrôle de l'arme. C'était un coup porté à l'hypothèse la plus fondamentale de toute la conception. Il fallait revenir au banc d'essai et recalculer les efforts depuis le début. Le profil du levier fut repensé. La surface de contact fut agrandie. L'angle d'inclinaison de la surface active fut modifié. La force du premier déplacement fut légèrement réduite, tandis que la force du second, du coup par coup vers l'automatique, fut conservée suffisamment élevée pour qu'un appui accidentel reste impossible. L'équilibre entre la protection contre l'erreur et l'accessibilité de la commande avec des gants ne fut trouvé ni à la première ni à la deuxième itération. En parallèle, les essais révélèrent une subtilité dans le fonctionnement du chargeur. Le PPK-20 avait conservé la compatibilité avec les chargeurs de 30 cartouches, mais reçut également la possibilité d'utiliser des chargeurs de capacité réduite, pour les cas où l'encombrement primait sur la puissance de feu. Lors des changements de chargeurs de capacité différentes dans des conditions de salissure, le verrou de chargeur ne donnait pas toujours un déclic distinct confirmant un verrouillage ferme. Un tireur expérimenté le percevait au toucher. Un pilote sans entraînement spécifique, non. La conséquence était prévisible. Le chargeur tombait au premier coup. La mise au point du verrou de chargeur exigea 3 itérations. Les concepteurs modifièrent la géométrie de la dent de verrouillage, renforcèrent le ressort, corrigèrent les tolérances du logement de chargeur. En résultat, le verrou commença à donner un signal tactile et sonore distinct lors d'un engagement correct, même avec des gants, même dans le bruit d'un moteur d'hélicoptère en fonctionnement. Lorsque les principales défaillances furent corrigées, l'arme sortit pour des essais élargis en présence d'utilisateurs militaires. C'est là que le PPK-20 rencontra pour la première fois les hommes pour lesquels il avait été conçu. Les pilotes qui suivirent l'instruction sur la nouvelle arme évaluèrent dans leur majorité positivement l'ergonomie du sélecteur, précisément parce qu'il ne possédait pas la mémoire musculaire pluriannuelle du levier de la Kalachnikov. Ce qui paraissait inhabituel aux soldats aguerris des unités spéciales s'avéra intuitivement compréhensible pour les pilotes. La capacité à tirer en position repliée fut vérifiée séparément. On demandait aux pilotes de rejouer un scénario, quitter un cockpit fictif, sortir l'arme du kit de survie, engager une cartouche, ouvrir le feu, le tout sans déployer la crosse, dans des conditions de stress et de pression temporelle. Les résultats se révélèrent nettement meilleurs qu'avec le même exercice effectué avec le pistolet Stechkin. Le PPK-20 en position repliée offrait au tireur une prise plus assurée, un meilleur contrôle de l'arme et une meilleure précision à des distances allant jusqu'à 25 mètres. Mais avant même que l'arme ait eu le temps de conquérir une large reconnaissance sur le polygone, une bataille se déchaîna dans les coulisses des cabinets militaires, dont les documents officiels gardaient le silence. L'industrie de défense russe n'est pas seulement des usines et des bureaux d'études. C'est un organisme vivant avec ses propres intérêts, ses alliances informelles et ses vieux comptes à régler. Lorsque le groupe Kalachnikov se présenta sur le marché avec le PPK-20, il marcha immédiatement sur les pieds de plusieurs milieux à la fois, et tous les lésés n'entendaient pas se taire. La principale source d'irritation n'était pas le simple fait de l'apparition d'une nouvelle arme. Ce qui agaçait, c'était le créneau revendiqué. Le PPK-20 était explicitement positionné comme le remplaçant potentiel du pistolet Stechkin dans le kit de survie aéronautique. Or, le Stechkin était fabriqué et maintenu par des structures tout à fait différentes, disposé de sa propre chaîne d'approvisionnement, de ses propres ressources de révision et de ses propres défenseurs au sein du ministère. Les hommes, dont la prospérité dépendait de la poursuite de l'exploitation du Stechkin, accueillirent l'apparition du PPK-20 sans enthousiasme.
Les arguments contre la nouvelle arme dans les couloirs militaires sonnaient à peu près ainsi. Le pistolet Stechkin est en service depuis des décennies. Sa construction est éprouvée, le personnel est formé, les pièces détachées sont disponibles, la base de révision est développée. Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne contre quelque chose d'inéprouvé? Surtout quand cet inéprouvé coûte plus cher et exige la reconversion du personnel, l'élaboration de nouvelles instructions, la révision des normes de stockage et de maintenance technique. La bureaucratie militaire préfère toujours les solutions connues à l'innovation. Non par mauvaise volonté, mais parce que l'innovation signifie du travail, de la responsabilité et du risque. Le groupe Kalachnikov répondait à ces objections par différentes méthodes. Sur les forums officiels, par des données techniques et des résultats d'essais. Dans les coulisses, par des démonstrations et des tirs comparatifs auxquels étaient conviés des officiers ayant une expérience réelle de l'utilisation au combat des armes personnelles par des pilotes. Ce sont précisément ces démonstrations informelles qui jouèrent vraisemblablement un rôle non moins important que les protocoles d'essai officiels. Un autre front de rivalité s'ouvrit en parallèle. Sur le marché des pistolets mitrailleurs compacts destinés au service en uniforme, le PPK-20 avait également d'autres concurrents, sans lien direct avec le domaine aéronautique. Divers fabricants russes proposaient à cette époque leurs propres modèles compacts pour cartouches de pistolet. Certains bénéficiaient du soutien des structures du ministère de l'Intérieur, d'autres des services de protection relevant de différents ministères. Le marché des armes personnelles pour les formations en uniforme en Russie n'avait jamais été le monopole d'un seul fabricant, et l'arrivée du groupe Kalachnikov avec un nouveau produit fut perçue par les concurrents comme une menace directe pour leur propre contrat. La première présentation publique de l'arme eut lieu au Forum Armia en 2020, aussitôt après l'achèvement des essais d'État en juillet de cette même année. Le groupe Kalachnikov présenta le PPK-20 comme un produit fini, recommandé pour adoption en service. La réaction du milieu spécialisé se révéla contrastée. Certains experts saluèrent immédiatement les solutions non conventionnelles. D'autres, dont les voix résonnaient plus fort, soulignèrent qu'une arme chambrant la cartouche de 9 mm Parabellum ne pouvait pas être considérée comme une arme de survie à part entière pour un pilote, dans la mesure où sa portée effective était fondamentalement inférieure à celle des carabines dont sont dotées les unités de recherche et de sauvetage au sol. Cet argument était gênant, mais pas fatal pour le projet. Le PPK-20 n'avait jamais été conçu comme une arme destinée à tenir une ligne de défense ou à engager l'adversaire à 200 mètres. Sa mission était autre, donner au pilote la possibilité de tenir suffisamment longtemps pour que le groupe de recherche et de sauvetage arrive, ou lui permettre de se frayer un passage à travers un cordon de combattants à distance minimale. À ces distances, jusqu'à 50 mètres, 100 mètres au maximum, le 9 mm Parabellum se comportait de manière tout à fait convaincante, et la compacité ainsi que la simplicité d'utilisation l'emportaient sur l'avantage théorique d'une cartouche plus puissante. La discussion dans le milieu spécialisé s'apaisa progressivement. Les concepteurs et spécialistes du groupe Kalachnikov comprirent assez vite que le PPK-20 ne devait pas être présenté comme un substitut direct du Vitiaz pour les unités spéciales. À la place, on commença à le promouvoir comme une solution spécialisée pour des missions précises. Le kit de survie aéronautique, l'armement des équipages de véhicules blindés, l'arme personnelle des officiers des sous-unités d'état-major ou un fusil d'assaut de plein format et superflu et un pistolet insuffisant. Ce créneau était réel et inoccupé, et c'est précisément là que le PPK-20 commença à trouver ses premiers utilisateurs effectifs. La réaction à l'arme hors des structures de l'armée régulière fut significative. Les sous-unités de la Rosgvardia, la garde nationale russe, ainsi que celles du service fédéral de sécurité et d'autres services de force, manifestèrent un intérêt marqué pour le PPK-20, et précisément pour les caractéristiques que le milieu militaire conservateur jugeait superflues. La compacité en position repliée s'avéra recherchée par les agents opérationnels travaillant en civil, qui avaient besoin d'une arme pouvant être portée dissimulée sous des vêtements ou dans un petit sac. Les rails Picatinny permettaient d'adapter rapidement l'arme à une mission spécifique. Monter une lampe pour une perquisition nocturne, un pointeur laser pour un travail avec des équipements de protection oculaire, une poignée verticale pour une tenue prolongée lors de factions.
C'est précisément cette diversification des utilisateurs potentiels qui transforma la bataille autour du PPK-20 en quelque chose de bien plus complexe qu'un simple appel d'offres. L'arme se retrouva au carrefour des intérêts de plusieurs ministères à la fois, chacun ayant sa propre conception de ce que devait être une arme automatique compacte et de qui devait la produire. Le groupe Kalachnikov devait se battre non pas sur un seul front, mais sur plusieurs, et simultanément. Dans cette rivalité à plusieurs niveaux, l'arme conquérait progressivement des partisans, non pas par de retentissants contrats et des ordres officiels d'adoption en service, mais par les avis concrets des hommes qui l'avaient réellement tenu en main. Un officier qui avait travaillé une fois avec le PPK-20 lors d'exercices tactiques en ressortait avec une opinion bien arrêtée, dans un sens ou dans l'autre. Les indifférents étaient presque inexistants. Et cela, en soi, disait que l'on avait affaire non pas à une construction quelconque, mais à une arme qui ne laissait personne indifférent. Puis vint 2022, et tout changea. Pas seulement pour la Russie, pas seulement pour l'armée, pour chaque projet d'armement qui se trouvait en phase d'adoption ou attendait un financement. Les opérations militaires en Ukraine devinrent un examen brutal pour l'ensemble du système d'armement russe, et simultanément un catalyseur qui accéléra brutalement des décisions reportées depuis des années. Le PPK-20 figura parmi ceux à qui ce basculement profita. Les unités de ligne commencèrent à avoir un besoin urgent d'armes automatiques compactes pour les équipages de véhicules blindés, les servants d'artillerie et le personnel aéronautique. Les opérations militaires démontrèrent sous les yeux de tous ce que les théoriciens militaires répétaient depuis des années. Dans un conflit moderne, la ligne de front est floue. Les sous-unités de soutien se retrouvent sous le feu et des spécialistes dont la fonction principale n'est pas le combat à pied découvrent soudainement que leur arme personnelle est la seule chose qui les sépare de l'adversaire. Pour l'équipage d'un char qui vient d'abandonner un engin touché, ou pour les servants d'un canon automoteur pris en embuscade par un groupe de sabotage, un fusil d'assaut de plein format aurait été idéal. Mais il n'y a tout simplement pas de place pour lui dans le compartiment de combat. Un pistolet offrait des chances minimales dans un échange de tirs face à un adversaire armé automatiquement. Le PPK-20 occupait exactement le créneau qui s'ouvrait entre les deux, suffisamment compact pour tenir dans les conditions exiguës d'un engin de combat, et suffisamment puissant pour donner à l'équipage de réelles chances dans un combat à courte distance. La pratique d'utilisation de l'arme dans des conditions de combat réelles ajouta au portrait du PPK-20 quelques traits absents des protocoles d'essai. Il s'avéra que l'arme supportait bien l'exploitation dans les véhicules blindés. Les vibrations, les brusques variations de température lors du passage d'un compartiment de combat surchauffé à l'air glacial, la salissure inévitable dans les conditions de campagne. Le garde-main monolithique, qui avait suscité des interrogations lors des essais concernant l'évacuation de la chaleur, se comporta en exploitation réelle bien mieux que ne le craignaient les détracteurs. Le rythme de tir dans les conditions de combat atteignait rarement le niveau auquel le problème de surchauffe devenait d'actualité. Le sélecteur de tir, qui avait été le principal objet des controverses de conception de l'ensemble du projet, confirma en conditions réelles que ses créateurs avaient eu raison. Les cas de passage non contrôlé au feu automatique, qui avec les anciens modèles coûtaient parfois la vie aux soldats ou se soldaient par des blessures dues à des tirs accidentels, étaient constatés bien moins fréquemment avec le PPK-20. La protection contre l'activation involontaire du mode automatique fonctionnait exactement comme elle avait été pensée, non pas comme une solution théorique, mais comme une assurance pratique pour un homme en état de stress aigu. Une page à part dans l'histoire du PPK-20 fut constituée par son apparition dans des sous-unités auxquelles personne n'avait particulièrement pensé lors de la conception. Les opérateurs de systèmes aériens sans pilote, une spécialité qui dans les années 2010 relevait de l'exotisme et dans les années 20 devint un métier militaire de masse, commencèrent à recevoir le PPK-20 comme arme personnelle standard. La logique était la même que pour les pilotes. Un spécialiste travaillant avec un équipement technique et non menant un combat à pied a besoin d'une arme compacte de défense personnelle, non d'un fusil d'assaut de plein format. Cette application de l'arme ne figurait dans aucun cahier des charges, mais c'est elle qui démontra sous les yeux de tous la caractéristique principale d'un concept d'armement réussi. Une mission bien résolue trouve inévitablement une application au-delà du créneau initialement déclaré. Le PPK-20 avait été créé pour un pilote dans un kit de survie, et il s'avéra nécessaire aux tankistes, aux artilleurs et aux opérateurs de drones. Au forum Armia de 2023,
le groupe Kalachnikov ne présentait plus un prototype, mais un produit de série. À côté du PPK-20 sur le stand était posé le Vitiaz, pour une comparaison visuelle immédiate des dimensions. La différence se révéla éloquente. En position repliée, la nouvelle arme était nettement plus courte et plus compacte que son prédécesseur, pour des qualités de combat comparables. Les officiers en uniforme qui visitaient le stand prenaient l'arme en main, travaillaient avec le sélecteur, vérifiaient la prise en main en position repliée et posaient des questions précises sur le calendrier de livraison et les possibilités de configuration des accessoires. Ils s'enquéraient de la compatibilité des rails Picatinny avec les équipements déjà en dotation dans leurs unités, de la disponibilité des chargeurs de différentes capacités et de la possibilité de régler la crosse pour des tireurs à la morphologie non standard. C'étaient les questions d'hommes qui avaient déjà pris une décision préliminaire et planifié l'introduction de l'arme en service. Le changement d'atmosphère était mesurable. Là où 2 ans auparavant dominaient les doutes quant à la pertinence de remplacer le pistolet Stechkin par quelque chose de nouveau, les questions portaient désormais sur les délais et les quantités. Le scepticisme caractéristique des premières présentations avait cédé la place à un intérêt concret, et de la part d'officiers venus non pas pour regarder, mais pour décider. 2026 apporta un nouveau contrat d'État pour la production du PPK-20, cette fois avec la prise en compte des expériences de combat accumulées au cours des opérations militaires. L'arme n'était plus la même machine que celle présentée 6 ans auparavant. Chaque rapport de terrain, chaque remarque transmise par un utilisateur, chaque défaillance consignée dans les conditions d'exploitation réelles laissait une trace dans la documentation technique et finissait tôt ou tard par revenir sur l'établi des concepteurs. C'est ainsi que mûrissent les constructions qui restent longtemps en service, non pas par un effort de conception unique, mais par un dialogue ininterrompu entre l'arme et la guerre qui l'éprouve. L'une des corrections imposées par l'expérience de combat concernait l'approche de la maintenance en conditions de campagne. Sur le polygone, l'arme arrivait entre les mains d'armuriers qualifiés avec l'équipement approprié et un éclairage correct. Dans une tranchée ou dans un engin de combat détruit, la situation était tout autre. Les utilisateurs signalaient que le démontage du PPK-20 pour le nettoyage dans des conditions de visibilité réduite et avec des gants pouvait s'avérer difficile lors des premiers contacts avec l'arme. La réponse des concepteurs fut de simplifier les nœuds démontés lors de la maintenance de routine, de sorte qu'un soldat, après une courte instruction, puisse effectuer un nettoyage de base sans notice et sans outillage spécialisé, par la seule force de l'habitude acquise en quelques heures d'exercice. La deuxième correction notable porta sur la fixation des accessoires. Les rails Picatinny s'avérèrent pleinement fonctionnels dans des conditions statiques, mais lors d'une exploitation intensive, une partie des soldats signalait le desserrage des éléments montés sous l'effet des vibrations lors de déplacements en véhicules blindés sur des routes dégradées. Des éléments de blocage supplémentaires furent introduits, sécurisant les fixations contre le desserrage spontané, ce qui résolut le problème sans nécessité d'intervention sur la géométrie de base des rails et en conservant une pleine compatibilité avec les accessoires déjà en dotation dans les unités. La troisième modification était subtile, mais significative pour l'exploitation quotidienne. La surface initiale de la poignée pistolet, réalisée en polymère texturé, perdait en conditions de grand froid une partie de ses propriétés antidérapantes. Le matériau durcissait et la prise devenait moins assurée. Le remplacement de la composition du polymère par un matériau plus résistant aux variations thermiques, tout en conservant la même géométrie de striage, élimina ce problème sans incidence sur les autres caractéristiques d'emploi de l'arme. Pendant ce temps, le pistolet Stechkin, la légende d'où tout était parti, ne disparut pas du service. Des dizaines de milliers de soldats le portent encore, pour qui il est simplement l'arme personnelle remise par l'intendance. Trop d'exemplaires ont déjà été produits et restent en service. La base de révision est trop développée et l'habitude de ce pistolet trop profondément enracinée dans l'organisme militaire pour que le PPK-20 le supplante du jour au lendemain. Ces choses n'arrivent jamais nulle part dans l'armée. Aucune arme nouvelle ne remplace l'ancienne sur un simple ordre. Mais dans le créneau du kit de survie aéronautique, où le Stechkin n'avait pas eu de rival digne pendant des décennies, la situation a changé de manière irréversible. La place occupée par le PPK-20 n'est plus à reconquérir. C'est l'été 2024 qui offrit à cette arme son véritable verdict. Non pas celui d'une commission militaire, non pas celui d'un protocole d'essai signé en bonne et due forme,
Mais celui d'un homme seul, peut-être blessé, tapis dans les broussailles quelque part au-dessus d'une ligne que personne n'avait tracée sur aucune carte. Un pilote d'un avion d'attaque russe, abattu au-dessus du territoire contesté, se retrouva à tenir sa position pendant plusieurs heures, avant que le groupe de recherche et de sauvetage ne le rejoigne. Pendant tout ce temps, il avait auprès de lui le PPK-20, tiré de son kit de survie. Il n'eut pas à s'en servir, mais il le tint prêt à faire feu pendant toutes ces heures, et il savait comment s'en servir, bien qu'il n'eût tiré avec lui lors d'exercices que de nombreux mois auparavant. C'est précisément ce test pour lequel l'arme avait été construite pendant des années. Non pas sur un polygone, non pas devant une commission militaire, mais dans la solitude et la peur, quand un homme est réduit à lui-même et à ce qu'il tient dans la main. Une arme que l'on prend peut-être en main pour la première et la dernière fois de sa vie doit fonctionner sans défaillance, sans réflexe appris et sans filet de sécurité. Le PPK-20 avait répondu à cette exigence, là où aucun autre pistolet mitrailleur russe n'avait pu le faire avant lui. Et ces heures passées dans les broussailles, armes au poing, valent toutes les certifications du monde. Si cette histoire vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à l'Arsenal de l'Histoire. Chaque semaine, une nouvelle arme, une nouvelle époque et des récits que l'histoire officielle n'a pas toujours retenus. Votre soutien nous permet de continuer.